Nous voilà aux eaux vives, un quartier où on entend qu'il y a un lien avec l'eau, mais ça vient ni du lac ni du jet d'eau. C'est parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de sources qui jaillissaient dans cette partie de la ville et qui alimentaient Genève en eau potable au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, cette effervescence, on ne la doit plus forcément aux eaux, mais aux gens. C'est un quartier bouillonnant, truffé d'initiatives durables que nous allons découvrir autrement. Colline et Philippe s'éloignent des clichés des cartes postales pour faire halte au théâtre Amstramgram, un lieu de création engagé au cœur de la durabilité. Ils iront ensuite à la rencontre d'un boulanger hors norme, qui réinvente son métier en accord avec ses convictions. Détour par l'association No Ups, qui lutte contre l'obsolescence programmée. Rencontre avec l'auteur d'une bande dessinée percutante sur l'impact écologique de l'intelligence artificielle. Et immersion dans l'ambiance chaleureuse d'un marché du soir qui s'installe peu à peu à l'entrée de la comédie. Les eaux vives, c'est aussi ça. Pour bien commencer la journée, quoi de mieux qu'une session de yoga ? Chaque été, les eaux vives accueillent un espace dédié à la détente, au bien-être et au sport, avec la canopée. Je passe sur mes avant-bras. Je passe. Wow. Vous les donner ça cette fois-ci pour repousser les jambes tendues. Guidés par la voix de Cyrella, près de 90 adeptes sont venus pratiquer le yoga, avec vue sur le lac. Un moment de partage gratuit et hors du temps. C'est génial, c'est vibrant, c'est un espace à la fois hyper calme et reposant, puis en même temps tellement ouvert, et puis cette vue sur le lac. On est un peu en vacances quand on donne le cours. Non, vraiment, c'est génial. Je sais pas, c'est un côté magique. Une petite parenthèse dans l'été. Inspirez à l'avant. Que vous dit votre corps aujourd'hui? Vous voyagez, vous bougez. Ouais. Si on a la possibilité de venir, faut essayer. C'est trop chouette. Il y a plein de cours, en plus d'autres cours, mis à part le yoga. Enfin, il y a toute une liste qui sont affichées, mais même la danse, tout ça. Enfin, c'est trop chouette. Et c'est gratuit. C'est vraiment une sorte d'ambiance collective et communautaire. Donc ça, c'est super chouette. A mí me gustó mucho, está muy decorado, muy verde, entonces creo que para esas fechas está muy lindo. Je trouve que c'est une ambiance super chouette, surtout qu'on est en face du lac, ça fait plaisir de pouvoir s'exprimer librement comme ça en air libre. Être en face du lac, c'est extraordinaire. Les gens, ils sont là, ils sont contents d'être là. Et les conditions sont magnifiques et les profs ici sont vraiment excellents. Felicitaciones a la ville de Genève por esta organización de poder ofrecer a toda la gente, los turistas, la gente de Ginebra, un espacio para el bienestar y para el deporte gratuito, inclusivo, junto al lago. Un enthousiasme que Colline a pu rapporter à la magistrate Marie Barbet-Chapuis. Je viens tout juste de sortir d'un cours de yoga. Félicitations. Il y avait un engouement assez incroyable. Oui, c'est vrai, le yoga c'est très prisé, mais la canopée tout au long de l'été, c'est plus de 200 cours qui sont délivrés. Et puis c'est vrai que c'est un très grand engouement et pour nous c'est une façon de faire vivre ces quais en été et puis d'amener des prestations qui offrent, je dirais, une plus-value à la population genevoise. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit c'est génial, c'est gratuit. C'est vraiment important de prévoir comme ça des activités pour tous. L'idée est venue avec le Covid parce que nos infrastructures sportives étaient fermées et puis on a vu que ça répondait à une réelle attente. Les gens aiment faire du sport en plein air et Genève s'y prête particulièrement bien. Là, le cadre est absolument enchanteur. Venir faire son cours de yoga le matin face au jet d'eau, c'est vraiment magnifique. Donc c'est vrai que ça suscite encore une fois un fort engouement et pour nous c'est une façon de mettre ou de remettre les Genevois au sport et puis ensuite s'ils crochent, eh bien, tout au long de l'année ils peuvent aussi suivre d'autres cours dans des clubs ou dans des associations de façon plus continue. Et après la canopée viendra la banquise. Quel est le programme ? Oui, alors c'est vrai, notre volonté c'est aussi d'animer ces quais tout au long de l'année et pas seulement en été. Donc la banquise elle arrivera au mois de janvier. Là aussi c'est un immense succès à la fois avec des saunas, aussi un espace où on peut faire du sport. C'est une façon là aussi d'animer ces quais, de proposer. On sait que les Genevois profitent de plus en plus des quais aussi en hiver. C'est la raison pour laquelle on a lancé la banquise. On a aussi le Geneva Luxe qui embellit aussi les quais en début d'année. Donc voilà, c'est une succès
succession d'animations qui, encore une fois, se veulent qualitatives. C'est vraiment aussi promouvoir le sport, la santé, et à la fois physique et mentale, je dirais, parce que les gens qui viennent faire des cours ici, eh bien, je pense qu'ils en ressortent avec le sourire, et c'est l'objectif. Et ça crée aussi du lien social parce que les gens se rencontrent et il y a aussi des habitués à la canopée et à la banquise. Oui, c'est juste, et il y a un côté aussi très intergénérationnel. On a par exemple des cours aussi parents-enfants de yoga ou grands-parents-enfants. Et puis ici, on a tous les âges, on a des seniors qui viennent et pour eux, c'est aussi une façon, comme vous le dites, de rencontrer du monde, de sortir parfois de l'isolement. Donc le fait aussi que ce soit des prestations qui soient gratuites, sans inscription, ça permet vraiment d'ouvrir à un très large public. Il n'y a pas de barrière à l'accès à ces prestations sportives. C'est ce qui est recherché. Et puis c'est vrai que c'est aussi tous les milieux sociaux. Donc c'est assez sympa de voir finalement tous les habitants du quartier et d'un peu plus loin aussi qui peuvent profiter de ces cours. Dans 2 mois, la banquise devrait à nouveau prendre place sur le quai Gustave-Ador. Un appel d'offres est en cours pour la gestion des 3 prochaines éditions. Aux eaux vives, la culture a toute sa place. Depuis plus de 30 ans, le théâtre Amstramgram fait partie du paysage du quartier bien connu des familles. Ce lieu dédié à l'enfance et à la jeunesse intègre la sobriété et la cohérence dans chacun de ses gestes, de la création des spectacles à la gestion du bâtiment. Des fois, on nous dit « mais vous avez le public de demain ». Puis moi, je dis toujours « non, c'est le public d'aujourd'hui ». C'est un public qui compte, c'est un public qui est déjà fortement impliqué parfois, si je parle des adolescents par exemple et adolescentes, dans les questions de société, dans les questions environnementales aussi. Donc ce qu'on essaie, c'est effectivement d'avoir une narration qui est la narration artistique, c'est-à-dire la saison qu'on pourrait dire traditionnelle, avec des spectacles qu'on essaie de faire les plus magnifiques possibles. Et puis après, il y a aussi un projet que je dirais plus de société, qui est un projet de dialogue intergénérationnel par les arts et qui se décline dans les agoras, par exemple, qui se déroule une fois par an sur tout un week-end avec des scientifiques, des personnes parfois qu'on appelle donc concernées, des familles, des enfants, des adolescents. Et tout ce beau monde, en fait, parle. On a fait des agoras sur l'alimentation, sur le climat. Eh bien, cette situation, en fait, où on peut s'exprimer, crée, à mon sens, une certaine liberté de penser. Et au-delà de ce qui se passe sur scène, une grande partie de l'engagement de Amstramgram est invisible du public et se joue aussi dans les coulisses. On a vraiment aligné ce qu'on propose au bar à nos valeurs et on essaye vraiment de conserver cet alignement et de proposer vraiment à notre public des choses saines, des choses qui viennent de pas loin et des choses qui sont durables. On a rédigé un mémo-céno qu'on a appelé, c'est-à-dire c'est vraiment au-delà d'une politique, c'est juste un guide de bonne pratique sur principalement comment créer un spectacle de manière plus durable, c'est-à-dire tant au niveau du décor qu'au niveau des accessoires. On peut recycler, on peut aller chercher dans la deuxième main, on peut mutualiser, on peut emprunter des éléments de décor par exemple qui existent déjà. Pour les accessoires et les costumes, on limite aussi l'usage des ressources par de bonnes pratiques. Il y a des associations de costumières notamment qui ont tout un réseau et qui proposent des prêts de costumes. Elles s'en occupent, elles les gèrent, elles ont un dépôt et elles les prêtent pour les spectacles. Donc on peut vraiment en emprunter, travailler avec, faire le spectacle et puis les rendre. Ce qui au niveau durabilité et environnement est évidemment l'idéal. Vous êtes en plein processus de certification? On a un auditeur externe qui vient évaluer toutes les pratiques qu'on a mises en place et on a envie d'aller vers la certification courant 2026. C'est pas une chaise, c'est un piège. Il n'est pas 4 heures du matin, mais bien 10 heures. Chez Levin, la production de pain se fait pendant les heures de bureau. Car ici, pas de magasin à achalander, le pain est livré directement aux abonnés. Une manière de faire vivre la boulangerie artisanale et traditionnelle, sans contrainte d'horaire, mais avec un grand respect du produit. La force qu'on développe là avec Armand, avec 2 paires de bras,
On a à peu près 10 à 15 watts chacun. Donc on va donner 30 watts d'énergie à la pâte. Et la vitesse de travail de la pâte est vraiment moindre que dans une machine. Donc ça a pour effet de moins oxyder la pâte. On va mettre moins la pâte au contact de l'air. Donc de travailler à la main, c'est un moyen de s'assurer qu'on va oxyder juste ce qu'on a besoin à la pâte et éviter de surpétrir. C'est une manière aussi de valoriser le travail qui a été fait par l'agriculteur avant, qui s'est donné la peine de sortir une farine de terroir qui a des caractéristiques propres. Chaque semaine, les abonnés reçoivent un pain différent, mais toujours produit avec de la farine bio locale et écrasée sur meule de pierre. On est sur des farines de terroir, on a des farines qui sont très différentes les unes des autres, donc on peut proposer des pains très diversifiés dans leur origine, dans leur goût, dans leurs arômes et dans les méthodes aussi de production employées par les agriculteurs. On a une chance, en fait, c'est assez fascinant, hein, mais à Genève, qui est un canton qui est finalement pas connu pour son agriculture, on a pas loin de 8 meules de pierre qui sont installées. Ces meules de pierre, c'est à chaque fois un catalogue de farine disponible qui est l'œuvre des domaines agricoles de la région. Et c'est très rare d'avoir autant de personnes qui fournissent de la farine. Donc pour l'exercice de notre métier, la boulangerie, c'est vraiment une chance unique. Ce lundi, Jérôme et Armand travaillent l'engrain, une variété rustique. C'est une farine qui aurait dû tomber dans l'oubli parce qu'elle propose peu de rendement dans les champs. Par contre, elle est très très résistante aux maladies. Elle pousse sur des terrains qui ne sont pas forcément extrêmement riches, donc des surfaces plutôt proches des régions alpines, les Alpes de Haute-Provence, en France en particulier, qui est un haut lieu de la culture de l'engrain. Et en Suisse, on a continué à en faire aussi. Donc les Français appellent ça petit épeautre, en Suisse, nous on appelle ça engrain. Derrière le pain, c'est tout un système de valeurs et un engagement fort qu'on retrouve chez Levain. Il y a une statistique quand même intéressante, c'est qu'on perd 2 à 3 fermes par jour en Suisse. Et en général, c'est plutôt les fermes de petite taille qui disparaissent pour en agrandir d'autres ailleurs. Du coup, si on veut contrer ça, si on veut travailler dans le sens inverse de cela, pour continuer à avoir de la diversité, avoir accès à une multitude de produits, c'est d'aller les soutenir directement en achetant leur production directement sans intermédiaire. Pour nous, c'est important depuis le début parce que c'est comme ça qu'on fait vivre un tissu artisanal qui propose justement encore des produits très diversifiés avec des caractéristiques très différentes les unes des autres, à l'opposition de l'industrie qui a toujours tendance à standardiser leur production. Ce que je vais faire là s'appelle le soufflage. Je vais juste la redynamiser un petit peu, on lui a donné un petit peu de repos parce que le réseau de gluten il se développe aussi avec le temps d'exposition de la farine à l'eau. Et là, je vais juste du coup mettre un petit peu d'oxygène dans cette pâte. C'est aussi la deuxième fois que je la touche, c'est la première fois que je la touche après qu'il y ait eu un repos. Du coup, ça me permet aussi de l'apprécier au sens analytique du terme plutôt. Du coup, s'il y a un problème, c'est souvent là que je vais le voir. Après quelques heures supplémentaires de repos, il est temps de façonner le pain. Pour cette recette, il suffit de déposer la pâte dans un moule. Vous pouvez utiliser avec votre main gauche la corne jusqu'au plan de travail. L'idée, c'est d'avoir un morceau de pâte bien coupé, puis on va juste le retourner dans le moule de manière à superposer les morceaux jusqu'à arriver au poids. Racler bien l'entier de la corne verte, ce sera plus simple après pour couper chaque fois le morceau derrière. Yes, 923. Après 8 ans d'existence, Levain a trouvé son rythme de croisière et produit environ 600 pains par semaine. Un équilibre qui convient parfaitement à l'équipe. Moi, j'ai pas envie de redevenir un entrepreneur ou un comptable comme je l'étais avant. J'ai envie de rester boulanger, donc j'ai pas envie de m'amuser à gérer l'entreprise. J'ai envie de continuer à faire du pain. Et quand on grandit, on finit par gérer des équipes de boulangerie plutôt que de continuer soi-même à faire du pain. Ça, c'est le premier point. L'autre chose, quand on grandit, il y a certains agriculteurs qui ne travaillent plus avec vous parce qu'ils vont nous dire « Désolé, mais les quantités que tu me commandes, c'est trop, j'arrive pas à suivre. » Donc si c'est pour faire l'entonnoir et standardiser nous-mêmes les produits, en fait, c'est ballot. C'est pas du tout ce qu'on veut faire. On veut faire plutôt l'inverse. Et nous, l'idée qu'on a de la croissance, c'est plutôt d'essaimer le projet. S'il y a des gens qui trouvent ce modèle-là adéquat, si ce qui fonctionne à Genève peut fonctionner ailleurs, on sera les premiers à ouvrir nos portes, à expliquer comment on fonctionne et à diffuser les outils qu'on a mis en place ici durant ces 8 dernières années. À 17h, les 140 pains du jour sont sortis du four. Ils seront livrés le lendemain aux abonnés à vélo cargo. Lutter contre l'obsolescence programmée.
C'est la mission de NoOps, une association créée aux eaux vives par Thomas Putala. Au départ, c'était simplement un constat. J'avais encore peut-être ce smartphone. Et ce smartphone, il me faisait beaucoup de soucis parce qu'il se déchargeait prématurément. C'est à ce moment-là qu'on a su que Apple avait délibérément manipulé en fait, le logiciel pour que les gens aillent rapidement au shop acheter un nouvel appareil plutôt que de garder l'ancien. Une prise de conscience qui le mène ensuite jusqu'au tribunal fédéral. Il y a toute une procédure juridique qui a été engagée pour concurrence déloyale contre la société Apple. Et donc on a dû aller jusqu'au tribunal fédéral pour faire trancher notre dossier. Mais malheureusement, la législation suisse, elle nous a pas donné raison. Par contre, dans d'autres pays, la société Apple a été condamnée à payer des grosses amendes, notamment en Italie et en France. Qu'à cela ne tienne, NoOps décide de prendre le problème à bras-le-corps et se lance dans la collecte de téléphones pour les reconditionner ou revaloriser les composants. Depuis le mois de mars, l'association a pu emménager dans de nouveaux locaux à Vernier pour poursuivre et étendre ses activités. On a une énorme pression sociale sur l'appareil qui est la première raison de la rotation de l'appareil. On trouve également l'irréparabilité. Donc, et ça, on le constate quand on démonte. Donc, la complexité, la finesse des composants, c'est donc trop difficile pour le commun des mortels, hein, même le spécialiste. Hein. On trouve principalement du cuivre. Hein. Donc, le cuivre, on peut voir ici, tiens, on peut voir ici. Ce que vous ne voyez pas dans votre téléphone, mais si vous ne l'avez pas, c'est l'antenne. Donc, qui correspond quand même à l'équivalent de 2 mètres cubes de roche en matière première. On trouve également de l'étain, du plomb, on trouve du fer, on trouve de l'aluminium. Sans oublier la carte graphique qui contient à elle seule près de 80 métaux. En plus de la revalorisation des composants de téléphones portables, NoOps a investi dans une machine pour récupérer le cuivre des différents types de câbles. Pour extraire d'une mine première 1 gramme de cuivre, il faut 2 tonnes de roche. Aujourd'hui, dans notre extraction d'un produit fini, pour extraire le cuivre, on extrait 25% de la masse totale. Et le cuivre va retourner chez les fonderies pour fabrication de nouveaux cuivres ou de laiton pour la robinetterie, par exemple. Hein? NoOps cherche aujourd'hui à faire reconnaître son activité pour pouvoir bénéficier de la taxe anticipée de recyclage. Vous-même ou toute personne qui achète un appareil électronique aujourd'hui paye une taxe anticipée au moment de l'achat. Et aujourd'hui, notre activité, elle ne bénéficie pas de la taxe. Donc c'est seulement les industriels et les transporteurs qui bénéficient de cette taxe. Et nous, on est en train de mettre sur pied des procédés qui sont stricts dans le respect de la loi sur la protection de l'environnement pour faire de l'économie circulaire. Et l'économie circulaire, elle doit être aujourd'hui privilégiée. Et également, il faut que ces taxes anticipées sur le recyclage elles soient réorientées vers des acteurs qui s'engagent localement pour préserver les métaux. Ces dernières années, la part du cuivre recyclé représentait environ 32% de la consommation mondiale. Un chiffre qui ne demande qu'à augmenter, puisque ce matériau est recyclable à l'infini. Bonjour Hergy. Bonjour. Je suis content de te rencontrer. Pareil. Tu vas nous parler d'Utopia ? Avec plaisir. Utopia, c'est une bande dessinée qui traite des enjeux écologiques de l'intelligence artificielle. Et on a demandé au dessinateur genevois Hergy de nous rejoindre à la comédie pour nous raconter son projet, né à l'EPFL. J'ai dû demander à l'EPFL qui me propose un texte, une matière scientifique théorique, sur laquelle je pouvais ensuite construire mon scénario, qui a été validé par un comité scientifique. Et ensuite, une fois que le scénario a été validé, j'ai pu passer au dessin. C'était un peu ça, c'était un jeu de ping-pong entre eux et moi pour créer le contenu de cette bande dessinée. Alors sur plein de planches, évidemment, c'est une vraie BD, une vraie histoire, mais d'autres qui sont extrêmement pédagogiques. C'était une approche nouvelle pour toi dans ton travail ? Non, alors en vrai, moi, c'est un aspect assez central de mon travail, la vulgarisation scientifique. C'est déjà la 3e BD de ce type que je fais dans ma carrière et c'est vraiment quelque chose qui me parle parce que j'aime bien que ce que je crée puisse avoir un impact, une utilité
Et ça, pour le coup, c'est un projet qui était très actuel, très important que le public soit de mieux en mieux éclairé sur ces sujets qui sont en fait très abstraits et très compliqués. Et depuis la parution, énorme succès, beaucoup de téléchargements, un public qui s'est élargi par rapport à ta communauté habituelle. Vu qu'on est déjà à 4000 téléchargements aujourd'hui, après 3 mois de sortie, je peux dire que oui, ça dépasse des cercles habituellement concernés par soit la bande dessinée, soit le sujet de l'IA. Et ça fait plaisir de constater ça. Moi, dans mon métier, j'utilise beaucoup l'IA, notamment pour préparer cette émission. Est-ce que toi, tu utilises l'IA dans ton métier à un moment du process ou à un autre? Les applications d'IA, c'est pas un truc qui me passionne, donc j'ai pas énormément cherché. J'ai l'impression que je suis bien avec mes méthodes et avec mes routines de travail et que c'est quelque chose qui peut-être rentrera dans mes habitudes, mais pour l'instant, j'en reste assez éloigné. Les PFL, ton travail aussi, c'est donc un projet qui est roman. Toutefois, la problématique, elle est universelle. Est-ce que justement, cette BD, elle a une vocation à sortir de Suisse romande? Alors, ce qui est sûr, c'est que vu qu'elle est en français, elle peut facilement s'exporter en France et je crois que c'est déjà fait par les téléchargements PDF, justement. Peut-être moins la bande dessinée, vu que l'éditeur de l'EPFL est quand même plus orienté vers les universités et la Romandie. Après, on a imaginé une potentielle traduction dans un deuxième temps, peut-être en allemand ou en anglais, et on verra ce que ça donne. Pour l'instant, on se concentre sur cette version-là. Une fois que le projet a été terminé, qu'est-ce que tu as retenu comme enseignement de ce qui t'est arrivé à travers cet exercice de création? On voit aujourd'hui que c'est vraiment quelque chose qui est utilisé plutôt par des immenses entreprises pour augmenter leurs profits. Mais ça ne doit pas être comme ça. C'est vraiment, encore une fois, l'IA, c'est ce qu'on en fait. Et c'est à nous de décider ce qu'on va en faire. Le lundi, c'est soir de relâche au Théâtre de la Comédie. Et ce sont des acteurs de la vie réelle qui prennent possession de la coursive. Un marché prend vie en début de soirée. Même si le public reste confidentiel, il est conquis. À la culture, un peu à l'agriculture, c'est pas si loin finalement. Je pense que les prix sont raisonnables. Il y a beaucoup de choses qui sont bio. Et donc moi je préfère encourager ce genre de marché le soir. C'est un quartier qui change et le théâtre ainsi peut se créer un lieu d'échange aussi à l'extérieur et à l'intérieur pour l'instant, puisque le marché est surtout à l'intérieur, mais nous espérons un jour pouvoir le faire à l'extérieur aussi pour amener un maximum de Genevois et de Genevoises en lien avec les producteurs locaux et la durabilité. Et avoir tous les lundis sur la rive gauche ce marché un peu du même style qu'il y a les grottes à la rive droite. C'est un peu l'ambition que nous avons. Mais c'est vrai que c'est le lundi soir, c'est un jour particulier, mais c'est aussi parce que nous sommes off avec les spectacles, donc nous pouvons proposer ce type d'activité ici à la Comédie. Ça paraît incongru comme ça, mais ça cohabite très bien. Après, je dois dire que ce n'est pas forcément évident dans le même bâtiment en fait, de faire venir les deux activités. Moi, je trouve que ça ouvre l'esprit, ça ouvre des portes. Ouais. La tome de chèvre aux fleurs. Vers quoi va se porter ton choix ce soir? C'est cool, ça fait un peu une ambiance un peu différente, une côté proximité que j'aurais pas trop attendu forcément. Puis ouais, c'est assez original quand même, un marché dans un théâtre. On va sélectionner les producteurs locaux, les marchands qui sont dans cette dynamique de l'alimentation durable, dans les circuits courts, dans la durabilité. Et donc j'ai la chance de pouvoir en connaître pas mal. Du coup, beaucoup ont dit oui. Ça permet d'avoir tous ensemble, avec plusieurs petits producteurs qui se complètent, d'avoir une belle offre complète pour le consommateur et des bons produits avant tout et biologiques. C'est beaucoup appuyé sur les associations du quartier aussi, le faire connaître aux associations, le faire connaître aux habitants, parler, aller beaucoup à la rencontre des gens pour leur faire savoir qu'ils pouvaient tous les lundis venir faire leurs courses ici et acheter des produits assez exceptionnels quand même. Le nouveau marché de la Comédie
donne un supplément d'âme aux récentes constructions monumentales des eaux vives. Sous ces allures de quartier effervescent, parfois un peu superficiels, les eaux vives cachent bien leur jeu. Il suffit d'un pas de côté pour en découvrir les profondeurs.